Bonjour. Pour commencer, merci d'être venu à cette session. Mon équipe ne voit pas le problème. Je m'appelle Grégory Alexandre. Mon prénom c'est Grégory, mon famille c'est Alexandre, vous choisissez. Je suis pas difficile. Mon souci par remercier tous les sponsors qui effectivement rendent cet événement possible. Moi, je suis organisateur d'une conférence qui s'appelle Mixit. Donc je suis à Lyon, je suis lyonnais. Une conférence à Lyon annuelle. Et oui, les sponsors, c'est important. Et je vais commencer par vous raconter une petite histoire, celle de Julien. Julien, il est Scrum Master pour une équipe d'une dizaine de personnes dans le milieu bancaire. Il est au 30e étage d'une tour à La Défense, près de Paris. Il adore son métier, il est vraiment investi, il adore ça. D'habitude ça se passe bien, mais aujourd'hui Julien, il y a quelque chose qui me tracasse. On lui a remonté une anomalie en production, un client qui s'est plaint de quelque chose qui dysfonctionnait, et ça fait 15 jours que c'est dans cet état. Et donc Julien, il est allé voir son équipe, il leur dit voilà, il y a une anomalie en prod depuis 15 jours, qu'est-ce qui se passe Et un des membres de l'équipe lui dit c'est normal, c'est Hervé qui avait pris ce correctif, mais il est en vacances. Donc il reprendra quand il reviendra. Et là, Julien, non, c'est pas possible. Donc il essaie de voir avec l'équipe, il sent que ça ne prend pas, il revient à son bureau, il y retourne quelques jours plus tard, ça ne prend toujours pas. Il essaye différentes manières, ça ne prend toujours pas. Et au bout d'un moment, il est à court de solutions. Et ça n'a toujours pas pris. L'équipe, à chaque fois, lui dit mais non, ne t'occupe pas, c'est pas grave. C'est pas si important, etc. etc. Et au bout d'un moment, Julien, ça le travaille énormément et ça devient très difficile pour lui. Et en fait, cette conférence, c'est à propos de ça. C'est à propos des moments où on observe un dysfonctionnement, quelque chose qui est un problème. On en parle aux personnes qui sont censées le traiter, et ça ne marche pas. Et on essaye, et ça ne marche toujours pas. Et moi, c'est des choses que j'ai vécues. C'est des choses que beaucoup de monde qui ont vécu aussi. Peut-être que vous retrouvez, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, vous aussi, si vous vous retrouvez dans certaines de ces expériences. Mais en tout cas, c'est l'idée de cette conférence. En fait, dans cette conférence, on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe justement quand on voit un problème et que les équipes ne le voient pas, les équipes avec lesquelles on travaille, c'est-à-dire plutôt dans des systèmes dans lesquels on est dans un système hiérarchique horizontal et moins hiérarchique, que ça ne prend pas, qu'on essaye, on n'y arrive pas. Et donc on va voir dans cette conférence comment réussir à sortir de ça et à vivre plus sereinement au travail. Dépasser ça et vivre plus sereinement. On va avoir 3 clés pour ça. La première clé, ça va être de décortiquer le problème pour mieux le comprendre. Ensuite, ça va être de travailler avec l'équipe pour réussir à trouver une solution satisfaisante pour tous et soigner la relation qu'on a avec l'équipe. Et enfin, c'est travailler le problème avec soi-même pour redescendre et gagner en sérénité. Depuis tout à l'heure, je parle de problème. Je vois un problème, c'est un problème, l'équipe ne voit pas le problème, etc. On va essayer d'y voir un peu plus clair dans l'utilisation des termes et donc d'essayer de séparer les terminologies, la description de ce problème. Tout d'abord, il y a le problème que je vois, que je vais appeler la faille. Il y a une faille, un dysfonctionnement, quelque chose qui n'est pas normal. Et la relation que j'ai avec cette faille, c'est que moi je vois la faille et potentiellement je sais comment corriger la situation. Ensuite, il y a la relation entre l'équipe et la faille. De mon point de vue, l'équipe, elle ne voit pas la faille, elle ne voit pas le problème, ou elle ne veut pas le corriger. Ça, c'est ce qu'on appelle la situation problématique. Il y a une situation, c'est ça qui est problématique, c'est qu'une équipe ne veut pas corriger le problème que moi je vois et qui doit être corrigé. Enfin, il y a la relation que j'ai avec l'équipe, c'est-à-dire que j'essaye de leur montrer, de leur faire prendre conscience, de leur expliquer qu'il y a quelque chose à faire, ils ne le font pas, et ils viennent me dire qu'ils ne le font pas, et donc je retente, etc. Et c'est ça, le nœud du problème. En fait, au début, on a creusé un petit peu la relation, mais comment ça se passe globalement. En fait, je vois quelque chose, je tente de convaincre, j'essaie d'expliquer, j'essaie d'être pédagogue,
Et dire à l'équipe, voilà, regardez ce qui se passe, il y a un souci. Là, Julien l'explique, hein, il y a un mug en prod de 15 jours, c'est beaucoup, il faut faire quelque chose. Donc j'essaie de leur faire prendre conscience de l'importance du problème, et l'équipe, elle va ignorer, minimiser, esquiver cette discussion. Et donc elle me dit, mais non, c'est pas si grave. Et moi, ah si, c'est grave. Ils ne mesurent pas à quel point c'est grave. Ils ne comprennent pas. Comme ils ne comprennent pas, qu'est-ce que je fais? Je vais leur réexpliquer. Je vais leur remontrer à quel point c'est important. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils esquivent encore. Et ils ne comprennent toujours pas. Et je réexplique, etc., etc., etc. Et donc au début, ça me gêne. Je suis un peu... C'est bizarre, c'est étrange. C'est pareil, évident. Au début, ça me gêne. Au bout d'un moment, ça m'agace. À force d'essayer. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne comprennent toujours pas alors que ça fait 5 fois que je leur explique? Et à un moment donné, ça va devenir une souffrance. Et ça va être là le problème. C'est la souffrance. C'est toutes ces tentatives de faire changer les choses, de faire bouger les choses, toutes ces tentatives infructueuses qui font que je recommence, qui créent le problème et qui le renforcent. Et donc, essayons de comprendre qu'est-ce qui génère ça, qu'est-ce qui nous fait nous enfoncer progressivement dans cette situation. La première chose qui fait que moi j'essaye encore, c'est parce que c'est mon boulot, c'est mon rôle. Je suis Scrum Master, mon rôle c'est de faire fonctionner l'équipe et de réussir à la rendre efficace, comme le disait Léo tout à l'heure, efficiente potentiellement. En tout cas, d'enlever les obstacles, d'enlever les problèmes, qu'est-ce qui nous rend, qu'est-ce qui nous font perdre de l'énergie, de perdre du temps, etc., etc. Si je suis Scrum Master, si je suis coach agile, c'est à peu près pareil. Si je fais du product ownership, moi j'ai mon rôle de product owner qui est de faire le bon produit et de livrer quelque chose à des clients. Et donc si l'équipe, que ce soit mon équipe, quand je parle d'équipe, c'est pas que l'équipe de dev, quelle que soit l'équipe. C'est un groupe de personnes qui ont en charge quelque chose à faire. Ça peut être mon équipe avec qui je travaille côté maîtrise d'ouvrage, côté produit. Ça peut être effectivement l'équipe de dev. Je vais me dire, faites quelque chose. J'ai cette responsabilité-là. Et donc, j'ai une petite cape qui est que je dois faire quelque chose, j'ai une mission. Deuxième chose qui me fait continuer à essayer de résoudre ce problème, c'est que normalement je suis outillé pour le faire. Il y a plein de littérature pour faire du problem solving. Donc on a les travaux de John Kotter avec les étapes du changement, comment on arrive à créer du changement et à forcer le changement en créant l'urgence. Des purs ouvrages de problem solving comme le Bulletproof, ou voir, je parle plus de problème, je parle de solutions, Solution Focus, très bon livre de Géry Derbier, pour dire, ok, on ne va plus parler de problème, on va parler de solutions. Bon, ça ne marche toujours pas. Malgré tous mes outils. L'injonction, quand on veut, on peut, qui fait que, en fait, si je n'y arrive pas, c'est que je ne veux pas assez. Pourtant, je veux quand même pas mal, mais a priori, je ne veux pas assez, parce que sinon, ça passe pas. Et ça, c'était un post que j'avais pris sur LinkedIn. Ça fait longtemps et ça a monté encore, parce que je l'ai pas pris longtemps après le post, et 103 likes. Donc on est d'accord avec ce posture. Et j'ai dans ma besace un livre qui s'appelle Essayer encore, qui sera dans le corpus en fin de cette session, dans un chapitre qui s'appelle Pourquoi nous insistons, et qui expose certains comportements, la persévérance, le goût de l'effort, nous pousse à continuer. La volonté ou la croyance que quand on veut, on peut. La volonté de changer l'autre. Et après, on a l'habitude, l'automatisme, l'aveuglement, le blocage émotionnel. Un ensemble de choses qui font qu'on va continuer, toujours pas réussir à résoudre la situation et s'enfoncer. Tout ça, en soi, c'est positif. On veut dire la persévérance, le goût de l'effort, c'est des choses qui sont des valeurs qui sont positives. Mais qu'est-ce qui se passe quand on est arrivé au bout? En fait, quand on est arrivé au bout, cette vision du monde, mon rôle, je sais quoi faire, je suis persévérant, je veux, j'ai la motivation, etc., elle commence à peser très très lourd. Et en fait, face à ce mur, à cette voie sans issue, je commence à me poser des questions. Pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce que je fais pas bien? Qu'est-ce que je fais pas du tout? Qu'est-ce que je fais là? À quoi je sers?
Ça, si c'est pas un problème, vous me direz ce que c'est. Et donc, maintenant qu'on en est là, c'est la grave. Essayons de remonter la pente. Et qu'est-ce qu'on va faire pour commencer à relever la pente? On va plutôt régler le problème que la situation problématique, puisque c'est le fait d'avoir tout le temps voulu forcer à régler la situation problématique qui nous crée le problème. Donc travaillons le problème. Marchons notre approche. C'est-à-dire essayons d'avancer en essayant de déconstruire notre façon de faire. Si l'étape dans laquelle je suis, je cherche à convaincre que j'ai la solution, qu'il faut la mettre en œuvre, mais que ça ne marche pas. J'essaye plutôt de proposer la solution, plutôt que de la pousser. Je veux dire, voilà, elle est là, moi j'ai une idée potentiellement de comment faire, qu'est-ce que vous en pensez, et on va discuter avec l'équipe à ce propos, et je vais essayer de proposer la solution. Si ça ne marche toujours pas, je vais co-construire la solution, c'est-à-dire que je ne vais pas arriver déjà avec quelque chose d'existant, on va essayer de trouver la solution ensemble. En tout cas, il faut construire une solution, on va la construire ensemble. Si ça ne marche toujours pas, je vais exposer l'existence de cette faille et essayer de pousser à quel point ce problème il est existant et important, et peut-être que l'équipe va se dire ok, donc on va trouver une solution, peut-être pas. Donc si ça ne marche toujours pas, je vais questionner avec l'équipe. J'ai vu quelque chose, ça me paraît surprenant, ça me paraît problématique, mais peut-être pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si l'équipe s'en fout toujours royalement, il y a quelque chose que de toute manière je dois faire absolument, c'est déjà questionner la faille avec moi-même, c'est déjà me questionner sur l'importance qu'elle a. Et ça, c'est notre première clé, c'est reposer le problème. Qu'est-ce que ça veut dire reposer le problème? Je dis, j'ai ma petite carte, je vois un problème, il est important, il est fondamental, il me pose problème à moi, donc il doit poser un problème pour tout le monde. Et bien, je vais déclipser la carte, et je vais juste venir, moi, Julien, moi, Grégory, et dire, et essayer de comprendre. Ok, moi, elle me paraissait importante la carte, quand je l'enlève, je la regarde différents facteurs, et je me pose réellement la question de savoir si ce problème il est fondamental ou pas. Et je vais factualiser, finalement, ce que je suis en train d'observer. L'objectif, c'est de faire redescendre le rapport émotionnel qu'on a avec cette faille, avec ce dysfonctionnement. Parce que c'est ça qui me pousse à forcer. Donc déjà, je détache les choses. Et donc, je vais me poser différentes questions, et c'est ce qu'a fait Julien, le Scrum Master, c'est se poser différentes questions. Première chose, déjà, redécrire la faille. Ok. Peut-être je prends un calepin, une petite feuille, un stylo. C'est quoi cette faille? Je la décris. C'est quoi le niveau de risque, finalement, de ne pas corriger cette faille? C'est quoi le risque de ne pas corriger le bug en prod? C'est quoi le risque de ne pas améliorer notre beau tableau Kanban qui n'a pas l'air de bien utilisé? C'est quoi le niveau de risque de ne pas améliorer nos démos et nos rétros, etc. etc. C'est quoi la fréquence? Pour l'anomalie, finalement, combien de fois ça arrive qu'on ne corrige pas de bugs en production? Combien de fois ça arrive qu'on ne saisisse pas le nombre d'heures passées exactement sur le ticket Jira? Qui est touché par cette faille? Je suis Scrum Master, il y a un bug en prod, ça me pose problème, c'est moi qui suis touché par la faille. Qui est touché par la faille? L'idée derrière ça, c'est d'essayer d'identifier des personnes qui pourraient venir témoigner auprès de l'équipe comme des vrais impactés du dysfonctionnement. Parce que moi, on ne m'écoute pas. Peut-être qu'on va écouter quelqu'un d'autre. Et fondamentalement, qui a mal d'aller dénicher ça? Dénicher la personne qui souffre de ce dysfonctionnement. Et donc, c'est ce qu'a fait Julien. Il a reposé tous ces trucs-là. Et en gros, donc, la faille, il la connaissait, hein, c'est pas en prod. Le niveau de risque, donc 15 jours, a priori, ça a apparu dans les brancards, donc c'est que l'expression. Je viens de Lyon, je pensais que des expressions que j'utilise. Donc, a priori, c'est correct, mais ça reste une anomalie en prod remontée par un client. Quelle est la fréquence? A priori, c'était la seule fois. Donc, la question c'est, est-ce que c'est régulier ou est-ce que c'est un épiphénomène? C'était un épiphénomène.
Et donc, qui est touché par cette faille, il sait qu'il y a le client, etc. etc. Donc, il a reposé ces différents éléments, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en voyant que la faille était un épiphénomène, que ce truc était un épiphénomène, lui, il a commencé à prendre du recul par rapport à ça et à se calmer un petit peu. Donc, si à l'issue de ces différentes questions, on commence à prendre de la distance avec la faille, on a commencé à travailler le problème. Donc ça, c'est un premier élément. Et pour l'avoir fait avec différentes personnes, ce travail de questionnement, il y a des personnes qui ont carrément lâché complètement le problème. C'est-à-dire, en fait, effectivement, les personnes responsables, c'est les personnes qui devront corriger ça et elles prennent leur responsabilité. Je m'en occupe. C'était la première clé. Deuxième clé, travailler avec l'équipe. C'est-à-dire que si je remonte, finalement, j'ai commencé à travailler le problème et à faire un petit peu descendre la pression, mais ça serait bien de corriger quand même ce souci. Il faut que je vois comment je travaille avec l'équipe, comment je travaille ça avec l'équipe. Nous en étions à cette relation, je tente de convaincre l'équipe qui ignore, etc., ils ne comprennent pas. Alors, fermez les yeux 2 secondes, mettez-vous à la place de l'équipe. Il y a quelqu'un qui vient les voir régulièrement pour leur dire « Vous n'avez toujours pas corrigé ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas corrigé, mais c'est important, il faut corriger. » etc., etc. Et on revient. Vraiment, l'équipe, au début, bon, on est sympa. Il est sympa, Julien. Bon, Julien, il est sympa, mais là, quand même, ça commence à être fatigant. Ouais, Julien, tu nous casses les pieds. En plus, nos systèmes ont tellement peur des frictions et de risquer de se dire des choses que le mieux à faire, c'est de rompre la communication. Là, on a un risque qui est que la communication soit perdue sur ce sujet-là, comme sur plein d'autres. Et là, on n'a pas réglé le problème, et en plus, on a empiré la situation. En fait, cette situation dans laquelle moi je vais pousser et l'équipe elle va s'agacer et elle va pousser dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle une escalade symétrique dans les principes systémiques. Parce que là, je ne sais pas s'il y en a quelques-unes qui ont un peu de littérature, mais voilà, c'est un schéma qu'on retrouve dans ce sujet de la systémique. Donc, escalade symétrique, c'est 2 systèmes qui montent en température, qui se chauffent, avec un risque d'explosion ou un risque d'effondrement. Donc il faut peut-être faire quelque chose, parce que là, c'est pas top. Donc, on va changer la stratégie avec l'équipe, et on va l'une marcher. C'est-à-dire que jusqu'à présent, je cherchais à convaincre, en tout cas Julien cherchait à convaincre que la faille était réelle, et on va questionner la faille avec l'équipe. Ça veut dire, c'est la même chose, on retire la cape, je vois le truc qu'il faut corriger, c'est à vous de corriger, en basculant, de dire, je vois quelque chose. Ça, moi personnellement, ça m'a l'air problématique, mais peut-être pas. Donc je prends un peu d'humilité pour pouvoir traiter ce sujet-là. J'expose le problème. Plutôt que de le vendre, je l'expose. Et ça, c'est un article du Harvard Business Review. Un problème ne commence pas par une question, c'est un constat. Je pose ça là. Je me pose au milieu de la table, je me recule, on se met tous au même niveau, et qu'est-ce qu'on en dit ? J'expose. Ça crée l'adhésion parce que c'est factuel, au moins on peut tous se poser là par rapport à ça, et c'est moins dépendant des croyances et des opinions. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie dans notre système d'interaction? C'est que déjà, il y a une chose que je vais faire, c'est d'arrêter de projeter la relation entre l'équipe et la faille. Je vais arrêter de me dire, ils ne veulent pas. Ils ne voient pas, ils ne veulent pas. Je pense qu'ils voient, parce que là, ça fait déjà 4 fois que j'y vais. Vous savez, ils la connaissent, cette faille. Et ils ne veulent pas. Ben, c'est de mon opinion. Je ne pense pas qu'eux se disent « je ne veux pas corriger cette faille ». J'ai toutes les bonnes raisons du monde de ne pas le faire. Et j'ai mieux à faire, etc. Beaucoup de réponses à ça. Et donc déjà, j'arrête de projeter, et ensuite je change la dynamique relationnelle avec l'équipe, c'est-à-dire plutôt que de vendre, plutôt que de parler, je vais écouter. Et donc j'expose. L'équipe me répond, elle me dit ce qu'elle en pense, elle me dit comment elle le voit. Je les questionne, je vais essayer de challenger quand même l'équipe, mais en tout cas, plutôt que de me dire qu'elle ne comprend pas, elle ne voit pas, elle ne veut pas, etc., je vais plutôt me dire, non, c'est quand même eux les mieux placés pour savoir ce qu'ils font, c'est pas moi, si j'ai besoin d'eux pour le faire, donc c'est quand même les personnes les mieux placées pour savoir comment traiter ça. Donc je bascule dans la position de vendeur à la position de personne qui écoute. Dans tous les cas, en fait, cette situation,
elle ne peut que changer la dynamique. Elle ne peut que changer les choses. Elle peut ne pas solutionner, mais elle ne peut que changer les choses. Petite phrase qui peut aider à commencer à travailler différemment la communication et l'interaction qu'on a avec nos interlocuteurs. C'est que si jusqu'à présent j'étais en train de pousser, je l'ai répété une fois, deux fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, en mettant à leur place, je me dis, bon, bah, en fait, je me rends compte que là, ça doit être agaçant. De voir quelqu'un qui arrive et qui vous parle d'un truc, a priori, ça ne vous parle pas. Et je reviens, c'est super agaçant, donc moi, peut-être qu'il faut qu'on se prenne le mur. Peut-être que c'est pas grave, en fait. Peut-être qu'on a besoin de vivre un choc pour se dire, ok, sinon c'était grave ou c'était pas grave. Peut-être qu'il faut que je me mette en retrait, on laisse proposer ça, et on y reviendra ou on n'y reviendra pas. Dans ma communication, c'est totalement différent avec le fait de dire, il faut corriger. L'important, là, dans cette phrase-là, dans cette démarche-là, c'est d'être convaincu de ce qu'on dit. C'est-à-dire d'être complètement aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on pense. Parce que si on dit ça, et qu'en disant ça, on espère quand même que l'équipe va venir corriger la faille, a priori, on n'a pas changé la dynamique. Donc il faut vraiment se dire à un moment donné, je suis arrivé au bout quand même. Enfin, je suis vraiment arrivé au bout. Donc en fait, je pousse, il faut que j'arrête de pousser. Et je pense fondamentalement maintenant qu'il faut que j'arrête de pousser. Et je peux arriver avec cette phrase-là. Et donc deux possibilités, je vous le disais. Soit l'équipe, elle se dit oui, c'était quand même un peu fatigant. Mais maintenant tu le dis, peut-être qu'on va bouger. Ou alors elle dit ok, merci, effectivement, c'était fatigant. Et elle ne fait rien. Mais voilà, nous, on a encore une fois. On a continué à travailler le problème, c'est-à-dire qu'on a pris conscience qu'on était arrivé au bout. On a un autre mode de communication avec l'équipe, et il se passera ce qui se passera. Oui, il se passera ce qui se passera, mais si vous dites de rien, il se passera ce qui se passera. Mais pour moi, c'est toujours un problème, je n'arrive pas à m'en départir. Troisième clé, travailler avec moi-même. Je suis dans une situation dans laquelle je vois quelque chose. A priori, ça ne sera pas corrigé. C'est toujours problématique, j'ai pas la main dessus. Potentiellement, je suis tout seul, toujours à remonter que c'est un souci. Donc moi, je fais quoi? Il y a une phrase qui a fait beaucoup écho, en moi, dans le cadre d'une formation systémique. Ne pas être plus client que le client, c'est-à-dire ne pas vouloir le changement plus que les personnes qui ont besoin de ce changement. Et de porter ce fardeau, de porter ça, à la place des personnes qui sont vraiment impactées, à qui ça pose vraiment un problème, et d'avoir en vrai une posture de sauveur, ou de sauveuse, d'une situation sur laquelle on n'a pas la main. Et donc, ok, il ne faut pas être plus client que le client, c'est facile à dire. Donc, à partir de là, ok. En tout cas, ce qui est important, c'est d'en avoir conscience. Okay, je ne peux pas ne pas être le client, tant pis, c'est comme ça. Mais au moins, je le sais. Et je vais commencer à me poser d'autres questions. Je pensais que ça, c'était pour annoncer que c'était bientôt la fin de la conférence. C'est ton problème. Tout à fait. Mais je ne le sélectionnerai pas, et je ne sais pas où sont les personnes qui font ça. Donc maintenant, il va falloir que je questionne la relation que j'ai avec mon problème. Plus la situation problématique, plus la faille, mais le problème en lui-même. Ok, il faut que j'accepte, en fait, a priori, je suis tout seul. Je n'arrive pas. La faille ne sera pas corrigée malgré tout ce que j'ai tenté. Et donc, je vais me poser quelques questions. Déjà, je vais essayer de me projeter positivement. Comment je me sentirais, comment je serais si ce problème n'existait plus. Que si je ne me sentais pas autant investi et autant en souffrance en réponse à ça. Et peut-être que je vais envisager un environnement qui est beaucoup plus agréable et qui justifie de lâcher l'affaire. Je vais me poser les 5 et quoi. Et alors, ok, qu'est-ce qui se passe si je ne traite pas la situation problématique? Qu'est-ce qui se passe si je ne fais rien? Puisque de toute façon, a priori, je suis le seul à un souci, encore une fois, je le répète.
Ok, il y a un bug en production, il n'est pas corrigé. Et alors? Bah, il y a le client qui va se plaindre. Est-ce qu'il s'est plaint? Oui, il a remonté un truc. Mais est-ce qu'il s'est plaint encore et encore? A priori, non. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, s'il se plaint, qu'est-ce qui se passe? J'ai le chef qui va venir et qui va venir nous taper dessus, quoi. Parce qu'il... Voilà, le chef. On n'a pas vu encore. Et est-ce qu'il a l'habitude de faire ça, le chef? Oui, non. Et en fait, potentiellement, il y a deux issues à ça. Soit, à un moment donné, une de ces réponses qui est oui, et quoi, il va se passer quelque chose, et dans ce cas-là, en fait, j'ai réouvert une nouvelle porte, et je peux peut-être retrouver une nouvelle voie pour venir rediscuter avec l'équipe, pour réexposer les choses avec quelqu'un d'autre. Ou alors, il ne se passe rien. Et s'il ne se passe rien, mais pourquoi je m'inflige ça, puisqu'il ne va rien se passer? Et que je ne vais rien faire, et que tout le monde s'en fiche. Donc peut-être que ça va m'aider à faire disparaître ce problème et à gagner énormément de sérénité. Et je mets des pincettes, puisque on est dans un environnement, dans un monde complexe, où il se passe plein de choses, où il y a plein de facteurs, qui bougent très vite. Donc je mets beaucoup de pincettes et je mets beaucoup de peut-être, parce que d'un contexte à l'autre, bien sûr, il peut se passer énormément de choses. Mais en tout cas, c'est l'invitation, c'est de se poser la question, d'aller jusqu'au bout de l'exercice, et de se poser la question de savoir qu'est-ce qui tient encore, qu'est-ce qui va tenir en termes de stress lié à ce problème-là. Peut-être que tout va disparaître et tout ira mieux. Si je le partage ici, c'est que moi je l'ai vécu. Quand j'ai commencé à me poser la question de savoir je pousse, ça ne marche pas, c'est mon boulot, je fais l'accompagnement agile, l'accompagnement orga, et que je dis il y a ça qu'il faudrait travailler, et que ça n'est pas travaillé, et que je pousse et que je pousse et que je pousse et que c'est toujours pas travaillé, et que je commence à me dire je ne vais pas durer longtemps ici, moi. Je ne sers plus à grand chose. Et ça ne me plaît pas trop de ne pas servir à grand chose. Quand j'ai commencé à me poser la question, en tout cas de revenir à ne pas être plus client que le client, puisque mes clients sont mes clients, et ben j'ai pris beaucoup de recul sur ma posture, j'ai pris beaucoup de recul sur ma pratique, j'ai pratiqué je commence à vous agacer là, et ça, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé à prendre du recul et à être moins stressé dans des situations aussi bloquées. Je l'ai fait pas plus tard que la semaine dernière. J'accompagne un programme pour une assurance et une des équipes que j'accompagne, je n'arrive pas à faire d'elle une équipe. Voilà. C'est un ensemble de composantes, hein, mais ils ne font pas corps. Un truc, ils font pas corps. C'est agaçant quand même de ne pas réussir. La semaine dernière, j'aurais dit écoutez, moi je me mets en retrait. Je ne vais plus venir à vos démos, à vos rétros, à vos instances. Je ne vais plus venir vous dire à quel point vous n'êtes pas une équipe. C'est ce que je fais en réalité. Et je préfère, moi, dire que je ne sers plus à rien avant que vous vous disiez à quoi je sers. Et on verra ce qui se passe, mais en tout cas, moi, je me sens beaucoup plus aligné avec ce que je souhaite apporter aux organisations. Et je me sens beaucoup plus serein et je peux me reconcentrer sur d'autres parties où je sens avoir un effet levier. Donc quand je dis ça, quand je dis peut-être, j'y crois. J'y crois fondamentalement. 3 clés pour faire disparaître le problème, pour gagner en sérénité, factualiser ce que vous observez, pour prendre du recul émotionnellement avec, et potentiellement faire diminuer la charge émotionnelle qui est liée avec cette faille, avec cette situation problématique. Travailler avec l'équipe, arrêter de projeter notre propre compréhension de leur interaction ou de leur relation entre problème, dysfonctionnement et équipe, et se mettre en écoute. Alors, on est dans une conférence agile, on est en écoute, au service de l'équipe, on est tous bien, tous ensemble, on travaille la relation, ça semble évident, et ça ne l'est pas. Donc c'est un effort, malgré tout. Et travailler avec soi-même, c'est-à-dire se poser vraiment la question de savoir quel va être l'impact de ce problème en réalité, de ce dysfonctionnement, de cette faille qui n'est pas traitée. Essayer de voir jusqu'où on va avec ça. Et je voulais terminer avec un autre questionnement par rapport à ça, c'est de se poser la question de savoir, à force de pousser, à dire il y a un truc à corriger, c'est vous de corriger, c'est votre problème, en même temps c'est le mien, etc. Est-ce que je suis pas en train d'infliger de l'aide? Je ne sais pas si vous connaissez
ce concept infligé d'aide, c'est-à-dire d'aider des personnes qui n'ont rien demandé. Ça peut être extrêmement violent. Et aussi de se poser la question de savoir si je suis pas en train d'empêcher le droit à l'erreur, qui est normalement sécurité psychologique, fait partie des valeurs et des principes assez forts en agilité. De dire peut-être qu'on a besoin de se planter, on a besoin de rater quelque chose pour apprendre, pour mesurer, et potentiellement de se dire ok, je peux recommencer sans souci, c'est pas grave, en fait finalement il y a moins de pertes et moins de gâchis à laisser passer des failles, des dysfonctionnements qu'à les corriger. Et le système est ok avec ça. Et donc on utilise au mieux notre énergie. Merci beaucoup. Donc le corpus, je vous recommande donc 2 livres autour de ces sujets de systémique et de ces systèmes d'interaction 1-1, et notamment le comment réussir à travailler avec presque tout le monde, dans lequel on expose aussi ces volontés d'influencer les autres, de les amener à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire, et de voir où ça nous emmène. Le livre Rester encore, qui est juste une parfaite introduction à ces sujets de systémique Palo Alto, Gregory Bateson, mais qui est super intéressant pour voir comment on schématise ça. Et l'article qui est très très court du Harvard Business Review, comment ne pas saper aux chances de résoudre efficacement un problème dans lequel on expose le fait d'exposer des dysfonctionnements plutôt que d'essayer d'amener des solutions aux équipes qui travaillent avec nous. Il est 26, je ne sais pas du tout jusqu'à quelle heure on a, mais en tout cas on a du temps pour des questions-réponses si vous en avez. Peut-être. Ouais. Je vous remercie. En fait, le rôle du PO, faire de la laïcité implicitement, est-ce qu'il n'aurait pas un rôle sur le travail qu'on devrait mener avec l'équipe, par exemple? Eh bien, ça fait partie de... alors, si j'ai bien compris votre question... ça fait partie de ce questionnement de savoir qui d'autre est touché par cette faille, à qui d'autre ça pose un problème. Et l'idée de ce questionnement, c'est encore une fois de se dire, soit c'est pas grave, soit je m'ouvre à de nouvelles options qui font que je n'arrive pas auprès de l'équipe, je n'arrive pas avec le même message. Je n'arrive plus en disant c'est un problème fondamentalement, j'arrive en disant c'est un problème pour le PO ou la PO. Et donc c'est le PO ou la PO qui va amener son propre discours et qui va peut-être venir justement amener une autre discussion avec l'autre. Est-ce que ça répond à... Oui. Par expérience, je pense que le niveau de risque, la perception du risque, elle est très variable. Ouais. Souvent, si l'équipe ne réagit pas, c'est parce qu'elle a une perception, une compréhension, je dirais, du risque et de l'impact qui est fondamentalement différente de celle du coach ou du Scrum Master. Donc à partir de là, effectivement, le problème n'existe pas dans le sens où son impact ou sa probabilité est insignifiante pour l'équipe, même si moi, je n'ai pas la même vision. Donc là, je pense que ce travail est fondamental avec l'équipe, et puis surtout que l'équipe se prononce sur sa perception et sa vision du risque, quitte à ce qu'elle soit challengée aussi. Mais c'est exactement ça, et c'est le nœud, c'est vraiment le nœud, c'est presque le centre de toute la conférence, c'est cette perception qu'on a d'une observation, de quelque chose qui semble factuel, et qui est chargé de plein d'interprétations, et qui fausse la communication, qui fausse le dialogue, puisqu'on n'est pas juste en train de dire il y a un problème, on est en train de dire il y a un problème et il est important. Et l'équipe se dit oui, il y a un problème, donc elle n'est pas important. Moi, je trouve ça super intéressant, j'aime bien l'approche systémique. Par contre, il m'a manqué quelque chose, c'est que dans tout ça, on parle presque d'un monde un peu merveilleux où l'entreprise elle est cool, déjà, et le contexte il est bien. Là, il y a des bonnes valeurs, et a priori, le problème c'est centré là sur ce que tu es en train de présenter. Comment tu abordes le sujet quand c'est plus justement systémique? C'est un problème qui vient de l'organisation. La question c'est qui sont nos interlocuteurs? C'est une excellente question. C'est qui sont nos interlocuteurs? Là, effectivement, on est dans un cadre, dans l'exemple que je prends avec Julien, Scrum Master,
on est dans un cadre plutôt opérationnel, hein, lisse, et la systémique, c'est concentrique, c'est qu'à un moment donné, on regarde un endroit, mais en fait, il y a autour, il y a autour, il y a autour, il y a autour. La question, c'est qui sont nos interlocuteurs? À qui j'essaye de passer un message? Et à un moment donné, si par exemple je reste sur mon interaction opérationnelle avec une équipe, hein, que je sois product owner, que je sois même middle manager ou manager opérationnel avec mon équipe et que je sois contraint par le poids de la structure complexe autour, je peux quand même me poser la question de savoir qui a mal, qui a un problème avec la situation. Et en fait, l'entreprise et sa complexité, potentiellement, peut diminuer ce dysfonctionnement, l'impact de ce dysfonctionnement, et en fait, il n'y a pas de problème. Ce qui est douloureux, c'est de me rendre compte à quel point la structure qui est autour de moi freine notre capacité à faire progresser, à faire évoluer les choses. Si j'ai accès aux gens qui ont une influence sur le système global, peut-être qu'eux, ils ne voyaient tout simplement rien du tout. Et donc, déjà, je vais exposer quelque chose d'autre auprès de ces personnes-là. Si elles le voient et qu'elles ne réagissent pas, qui suis-je moi? C'est une question que je dois me poser aussi. Quel est mon rôle dans cet environnement complexe qui justifie que moi, je me tue à essayer de régler quelque chose dont tout le monde se fiche? C'est vraiment ça. Parce qu'il y a une réalité. Dans des structures, on n'est pas forcément obligé d'être 1000, 2000 personnes. Hein. Je pense qu'à 30 personnes, on peut déjà arriver à avoir des systèmes parfaitement paralysés par des systèmes dysfonctionnels. Mais la question, c'est déjà, l'idée, c'est de moi me poser la question de savoir pourquoi moi je souffre dans cette situation et que je suis le seul à souffrir. Voilà, c'est bon. Alors ma remarque, je suis très fan de la méthode et je trouve aussi que ça marche pour moi dans l'interaction avec les équipes. Mais ce qui reste tout de même rémanent et comme du scotch dont on n'arrive pas à s'en débarrasser, c'est la justification auprès d'autres qui vont aussi considérer que c'est mon rôle autant que Scrum Master ou Agile Coach et vont court-circuiter le système et reposer les questions du départ. Et donc, ma relation avec l'équipe va être saine, mais c'est avec les autres où je rentre dans une éternelle justification. Donc comment aussi se couper de ça et avoir quelque chose de clair, transparent, vers tout le monde? Si ce que je comprends, si je comprends bien, c'est l'idée de dire, en fait, il y a un dysfonctionnement, l'équipe avec laquelle je travaille directement ne le corrige pas, et aux yeux des autres, je suis responsable du fait que ça ne soit pas corrigé, parce que je suis un pivot dans un système avec plusieurs équipes, ou avec un système complexe de l'extérieur, etc. Je vais proposer une possibilité, hein. C'est de se mettre tous autour de la table. C'est-à-dire que si à un moment donné, moi, je suis que passe-plat d'une situation dont je n'ai pas le contrôle, je peux peut-être prendre des personnes, soit des équipes complètes, soit des représentants, qui se mettent autour de la table et dire mais vas-y, quoi, viens leur dire à quel point ça te pose un problème. Et je ne sais pas quelle sera l'issue de cette discussion, puisque si j'ai fait mon travail, je me dis que moi, de toute façon, c'est plus mon problème. Et donc, je vais laisser les personnes qui ont des problèmes et les personnes qui doivent régler des problèmes voir ça entre elles. Et je peux jouer un rôle de facilitation, c'est-à-dire de médiation, de dialogue, de création de dialogue, pour essayer de dire, ok, vous comprenez, en fait, finalement, vous aussi, l'issue, c'est, il y a un problème, ok, on va le traiter, ou, en fait, vous voyez, finalement, c'est pas si important que ça, mais j'ai pas de solution pour régler régler la faille, hein, c'est un principe, hein, ici, c'est régler le problème. La possibilité, c'est simplement de changer le dialogue, c'est-à-dire d'amener quelque chose d'autre à la situation globale. Donc on reste redevable de cette justification et puis mise en lien C'est ça. de ces personnes. En fait, notre rôle n'est plus de corriger, notre rôle est de faire parler des gens. Non. Et donc il faut travailler le problème avec soi-même. En fait, on ne s'en débarrasse pas, la question c'est on ne sait pas en fait. Dans une discussion, si l'équipe à côté dit non, je vais aller discuter directement avec l'équipe en charge de corriger, on ajoute d'autres responsables à la situation, on n'est plus seul responsable. Puis en même temps, si eux n'ont même pas le temps de venir expliquer le problème, Ouais. Comment tu évites de tomber dans le piège inverse et de toute façon, c'est toujours moi la source du problème, il faut toujours faire un travail sur soi-même. Et finalement, nous, on travaille constamment sur nous-mêmes, mais les problèmes restent et il n'y a rien qui est résolu.
on se trompe finalement du problème à résoudre. Parce que moi, quand j'entends ce que tu dis, j'ai envie de dire, ouais, super, j'ai travaillé sur moi, mais j'ai peut-être travaillé sur moi, et finalement, c'est peut-être un petit peu trop aussi. Peut-être, c'est vrai. Peut-être. Je pense que c'est très contextuel et ça. Si vous avez des sujets comme ça, en dehors de. Pour discuter de cas spécifiques, je serais ravi d'en discuter avec vous, mais oui, il n'y a pas de solution miracle. Ah, bah. Mais ouais, tout à fait. Ça y est, fini. Et ben voilà, je disais, si vous voulez continuer à en discuter, merci beaucoup.